Bonjour à tous. Je vois que les premiers participants commencent à se connecter. Enchanté, enchanté, enchanté. Je vois que tout le monde se connecte. Bienvenue sur ce webinaire, premier webinaire qu'on organise avec Maxime de l'agence COPS. On aura l'occasion de se représenter tous les deux. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous propose de nous mettre un petit message dans le chat. Salut C'est tout le l'occasion de monde. se présenter, si vous avez l'occasion de vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Merci Chloé, Vanessa, Paul qui commencent à mettre des petits messages dans le chat. Parfait. On va prendre quelques secondes pour s'assurer que tout le monde nous entend bien et que les premiers participants arrivent. Et puis, on va reposer ensuite un peu l'objectif de ce webinaire ensemble. Maxime, est-ce que tu connais du monde dans le chat? Moi, j'ai deux, trois noms en tête là que je pense avoir déjà croisés. Moi, je vois Vanessa. des prénoms, je sais pas trop. Je connais ces prénoms. Après, je pense que des Chloé, et des Vanessa, des Paul, il y en a quand même pas mal. Mais Carrément. n'hésitez pas si c'est pas un problème de divulguer le nom de l'entreprise. Euh, je serais intéressé de savoir qui est là ou même d'où vous êtes. Enfin, d'où vous êtes. Vous êtes basé en France ou à l'étranger d'ailleurs. Euh, Carrément. Peut-être ce que vous attendez du webinaire aussi, si vous avez deux, trois éléments par rapport à ça. Maxime, t'es où toi aujourd'hui? T'es à Aix? Moi, ouais, on est basé à Aix, mais on est aussi, on est en full remote, nous. Donc, du coup, on a des bureaux aussi à Lyon et à Montpellier. Donc, Aix, Montpellier et Lyon. Ok. Voilà. Bon, moi je suis à Lyon aujourd'hui. S'il y a des Lyonnais, faites un coucou. Et puis je vous propose qu'on commence. Le temps, les participants, il y a, voilà, 110, il y avait 110, 110, 120, 120 inscrits aujourd'hui. Donc on va laisser les participants se connecter au fur et à mesure. L'idée aujourd'hui, en tout cas, c'est de parler d'une thématique qui est importante, surtout en 2026. On va redonner un peu de contexte sur pourquoi. C'est vous aider, vous donner des exemples concrets sur comment mettre en place une mécanique de lead nurturing, comment engager vos prospects pour accélérer vos cycles de vente, pour transformer davantage de prospects en opportunités. On va vous partager un petit peu tout ça. Avant de faire ça, Maxime, je te propose qu'on se représenterait un petit peu tous les deux. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui à vous parler de tout ça? Mon côté, moi, je suis associé dans un groupe qui s'appelle Neo Camino, qui est sur Lyon, qui existe depuis plus de 10 ans. On a deux activités. Une première activité de service dont j'ai pris un peu de recul. J'ai accompagné pendant 7-8 ans voilà, des dirigeants, des responsables marketing à structurer leur activité marketing et commerciale. On a accompagné plus de 2000 entreprises pendant ces différentes années. Et en 2025, on a lancé au sein du groupe une solution qui s'appelle Jova, qui est une solution pour activer vos prospects en multicanal, email, LinkedIn, téléphone, contacter les prospects les plus chauds, les plus qualifiés pour vous. Et donc, on est particulièrement attentif à ces sujets de nurturing, de transformation de prospects. Voilà, donc dans ce contexte-là, je suis ravi de vous partager tout ce que j'ai pu apprendre lors de mes 7-8 années chez Neo Camino, mais aussi des cas d'usage concrets de ce que mettent en place nos clients. On va revenir dessus. Maxime, de ton côté, on se connaît pas en physique, d'ailleurs, on ne s'est jamais rencontrés, mais je connais bien ton associé que je vois régulièrement. Exactement. Et moi, du coup, je suis du coup fondateur de l'agence COPS. Nous, on est une agence du coup HubSpot principalement, et on accompagne les entreprises B2B exclusivement dans l'exploitation à 100% de leur CRM HubSpot, dans la structuration, l'implémentation et l'optimisation de leur CRM. L'objectif, en fait, c'est que souvent nos clients arrivent avec une utilisation de CRM qui est assez pauvre, ou en tout cas assez restreinte. 20% de les capacités d'HubSpot est souvent utilisée, ou le CRM. Et nous, en fait, on va les aider à fiabiliser leur data, à relancer du coup les leads dormants, à mettre en place parce qu'on va voir aujourd'hui une stratégie et un système de nurturing, ce qui fait que derrière, on va pouvoir optimiser et en faire vraiment une machine de génération de revenus, et pas que ce soit juste un outil que les équipes aient du mal à utiliser et n'aient pas envie d'utiliser le CRM. Voilà, donc on accompagne plus de 60 clients sur un peu tous les secteurs. Et donc c'est des questions de nurturing qu'on retrouve très souvent. Et on a mis en place, voilà, après plusieurs années, une stratégie, enfin un module de nurturing qui est assez efficace et qui permet de générer du revenu. Donc voilà, c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer, hein. Oui, carrément. Merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation, ce que vous faites aujourd'hui, des belles refs, en tout cas, effectivement, des belles Ouais, références.
On reviendra un peu sur ce que vous faites concrètement, des cas d'usage concrets. J'en profite parce que c'est des questions qui risquent d'être posées dans le chat. Vous avez un onglet questions pour poser des questions qu'on va sélectionner à la fin. Et du coup, on va poser vos questions au fur et à mesure. S'il y a des questions qui sont en lien avec la slide, parfois on essaye de répondre sur le moment, mais sinon on prend plutôt 10-15 minutes sur la fin pour vous le partager. Et Euh, je crois que la présentation est en petit apparemment. ok. Ah et je la vois bien de mon côté. Est-ce que c'est peut-être que nous on est en petit et le la slide en ou à l'inverse? Ouais, je pense que c'est que ouais, si vous la voyez bien, c'est parfait. OK, Victoire, OK. je pense qu'elle est mise en avant. En tout cas, je suis pas sûr de pouvoir bouger quoi que ce soit. Je pense que, peut-être que Victor, tu peux cliquer sur, tu pas un petit affichage qui s'appelle, bah, peut-être un bouton affichage pour remettre les cases peut-être? Je vais voir. Est-ce que c'est mieux? Vous me dites. En tout cas, j'ai changé un petit paramétrage, mais je suis pas sûr que ce soit mieux. OK, OK, bon, bon, bah, pour la ouais. plupart des gens, ça a l'air bon. Donc j'en profitais pour les questions. Les slides seront partagés, il y a un replay. Vous allez aussi pouvoir poser vos questions et on a 15 minutes à la fin pour y répondre. Aujourd'hui, on va surtout commencer par traiter ces différents sujets. Bah déjà, c'est quoi le nurturing? Reposer les bases pour ceux qui débutent, qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste, à quoi ça sert, pourquoi c'est important en ce moment, dans un contexte où les cycles de vente sont longs, dans un contexte parfois incertain, les décisionnaires ont du mal à prendre des décisions. Donc le nurturing va être de plus en plus clé pour les activer et les aider à prendre les bonnes décisions et à accélérer ces cycles de vente. Maxime le disait aussi, on a des CRM qui ont pendant longtemps stocké beaucoup de données qui sont souvent mal exploitées. Donc, le nurturing, c'est aussi un moyen d'aller chercher les prospects qui seraient endormis dans votre CRM et d'activer des opportunités dormantes. Donc, voilà pourquoi on va revenir dessus, comment le mettre en place concrètement avec des étapes concrètes, des cas d'usage concrets. Moi, je vais parler particulièrement du multicanal et l'importance du multicanal, parce que le nurturing, on en parle beaucoup par email, mais on verra qu'en 2026, ça va être important d'activer vos prospects en multicanal, LinkedIn, téléphone, voilà, potentiellement d'autres canaux si c'est pertinent pour vos cibles. Et puis, on va vous donner des exemples concrets de séquences, d'impact que ça a eu pour certains de nos clients. On vous partagera pour terminer un guide sur le nurturing et sur le multicanal, le LinkedIn en particulier. Voilà, Exactement. donc l'intro est faite. Ben, je te passe la balle, Maxime, pour nous parler un petit peu du nurturing aujourd'hui. OK, donc merci pour la passe, merci pour l'intro. Moi, là, je vais vous expliquer enfin, l'objectif, ça va être, c'est pas de repartir du tout début, parce que je pense que vous savez ce que c'est le nurturing, mais rapidement, en fait, je voulais remettre en contexte que, bah, le nurturing, c'est quoi? Avec une définition qui est la mienne, mais qui est finalement assez, générique. Hem, le nurturing, en fait, on va regrouper l'ensemble des actions qui sont automatisées et qui permettent de réchauffer ou chauffer un lead qui, bah, arrive ou est en cours de cycle jusqu'à ce qu'il devienne mature pour ensuite, bah, qu'il devienne client. Et je vous ai fait un petit schéma, j'ai fait une petite frise. En fait, finalement, le nurturing, il peut intervenir à n'importe quel moment, dans la phase de cycle de vie. Si, on refait un peu on va dire de manière simple, le cycle de vie, ça part de lead, après ça devient une opportunité, ensuite vous allez signer en client et ensuite, bah, du coup, il va y avoir la rétention et potentiellement de l'upsell. Le nurturing peut intervenir à n'importe quel moment. Les points violets, en fait, bah, représentent le nurturing et on voit la jauge en bas, j'ai mis un glaçon et du feu parce qu'en fait, c'est vraiment cette notion de réchauffer, de nurturer, de donner de la valeur pour que le prospect ne soit jamais en phase de: «Ah OK, je les connais plus, je les ai plus dans ma tête». L'objectif va vraiment être pour le nurturing de maintenir, l'attention en fait de votre produit ou votre service dans la tête du client au moment où il va en avoir besoin. Le but, ça va pas être de le forcer à acheter puisque de toute façon ça ne fonctionnera pas. C'est plutôt de lui dire: «Bah, on est là, on a des choses à vous apporter. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, et ben, du coup, on sera là». Donc là, en fait, la slide suivante, je peux passer. Oui. L'objectif va être, en fait, de vous expliquer comment on va mettre en place ce système, justement, de nurturing pour mettre à maturité vos prospects. Hem,
Là, je vais vous présenter un cas, de vente, un cycle de vente qui est classique, hein, que peut-être que c'est ce que vous faites actuellement dans votre entreprise. Et j'ai envie de dire que, ça pourrait être un autre, hein, mais j'en ai pris un cas, j'ai pris un scénario assez classique. Le cas, c'est, bah, on va mettre 50 000 € dans le Google Ads, donc beaucoup d'entreprises font ça. C'est un très, très bon canal d'acquisition. Après, bah, du coup, les leads qui vont être transformés vont être traisés pendant 2 semaines. Les sales vont les appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois et finalement, bah, après ces 3, 4 fois et bah, souvent, ça va un peu tomber, dans les limbes du CRM. Ça va pas être relancé, ça va pas être bien, tagué, on va dire et donc du coup, les leads vont tomber un peu, moi, de ce que j'appelle le cimetière du CRM, cimetière des leads. C'est qu'en fait, on les perd. Et nous, c'est ce qu'on remarque chez nos clients avant qu'ils arrivent chez nous, c'est que, bah, 80 des leads qui sont dans le CRM ne sont jamais relancés. Ils ne peuvent pas être segmentés parce qu'en fait, ils sont mal, tagués. Donc du coup, il y a une problématique. Pourquoi c'est un cycle de vente comme ça qui est contre-productif? Bah, finalement, on va avoir un coût d'acquisition qui est très élevé parce qu'en fait, on met de l'argent dans de l'acquisition pour derrière pas optimiser, le traitement des leads. C'est comme si on mangeait une glace, on disait: «Ah, elle est super bonne, elle est super bien» et finalement derrière, bah, en fait, on la jette avant même de l'avoir finie et de l'avoir, vraiment appréciée. C'est un peu dommage. Heu, j'ai tenté la métaphore, je ne sais pas si On c'est lâche on l'apprend, on l'apprend. on l'apprend, allez, c'est pas mal. Dites-moi si vous aimez bien les métaphores, moi j'adore ça. Notez les Hem métaphores de 1 à 10 de Maxime et puis j'essayerai de faire mieux après. Exactement, je vais essayer d'en mettre un peu plus. Donc voilà, donc coût d'acquisition très élevé, dépense en acquisition qui est un peu inutile parce qu'en fait, c'est un peu de l'argent, brûlé pour rien si on n'exploite pas totalement les leads et il y a un manque à gagner extrême. Le petit tableau que vous voyez sur la droite là, il parle, très bien, c'est qu'en gros, les contacts qui vont arriver, grosso modo, vous allez les exploiter et les traiter à 30 de leur, enfin avec ce cycle-là, à 30 de leur capacité. Puisque, bah, en fait, vous allez faire 3 semaines et après, ciao. Donc vous allez peut-être générer du CA, dans mon exemple 100 000 de CA, mais les contacts qui vont être dans, le néant, on va dire, le cimetière des leads, ça va représenter 70 des leads ou en tout cas de la capacité de traitement et donc du coup, c'est un manque à gagner énorme en termes de chiffre d'affaires et on va dire la chose qui est horrible dans ce cycle, c'est que finalement, les 233 000 € de chiffre d'affaires que vous voyez dans l'exemple là et bah, si il n'est pas pour vous, il sera pour vos concurrents. Parce qu'un lead, en fait, quand il est intéressé, lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir la meilleure solution et d'avoir, le service ou le produit qui va être adapté en fonction de, bah, au moment où il en a besoin. Donc en fait, ils vont perdre, ils vont juste aller chez les concurrents. Juste parce que vous n'allez pas relancer, ces leads-là. Donc voilà, ça c'est classique et c'est ce qu'il ne faut pas, reproduire et continuer à faire. À l'inverse, un cycle de vente avec un système de nurturing en place, c'est la même chose au début. Donc on va faire de l'acquisition, peu importe, hein. J'ai mis les Google Ads encore une fois, mais ça pourrait être Meta, ça pourrait être de la prospection, ça pourrait être du bouche à oreille, ça pourrait être n'importe quoi. Les traitements des leads va se faire pendant 2 semaines parce que c'est là où c'est le plus chaud et ensuite, on va mettre en place un bloc, un système de nurturing qui va permettre de suivre, de relancer, de donner de la valeur et ce système-là va permettre en moyenne, nous, c'est ce qu'on observe, d'augmenter le chiffre d'affaires d'à peu près 30. Donc pourquoi c'est mieux? Bah, coût d'acquisition beaucoup plus faible parce qu'on génère plus de leads grâce à la même base de leads, générée, enfin plus de rendez-vous et d'opportunités, pardon. On capitalise à 100 sur les leads générés et finalement, il y a les leads qui sont générés ne vont jamais être en sommeil et non suivis et de manière automatique. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de remettre en place. Ça, c'est une manière très simple, mais on va essayer de le développer. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Normalement, rien de très compliqué, juste on pose les bases. Pour les je prends les questions peut-être à la fin parce que sinon enfin, ça va être un peu long. Je termine ça et je réponds aux questions si vous en avez. Hésitez pas à les mettre d'ailleurs. Hem, Là, on va passer sur les scénarios. Donc le scénario que je vous ai montré avant, c'est un scénario, c'est un parmi tant d'autres. Et il y a des scénarios qui sont plus simples à mettre que d'autres, et là, j'en ai listé quelques-uns. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais j'en ai listé 6.
Si ce que vous voyez dans les cases jaunes, donc on va avoir, par exemple, quand je dis un scénario, c'est un cas où vous pouvez mettre du nurturing pour justement que les leads soient relancés, soient suivis de manière automatisée. Donc on va avoir un premier scénario qui va être le lead, pour en fait là l'objectif c'est qu'un lead qui est hors persona, il y en a beaucoup qui arrivent, donc c'est hors cible. Donc là, on va pouvoir le détecter avec, justement un scoring ou quelque chose comme ça, ou même à la main, juste en voyant que c'est pas un bon lead. L'objectif là, c'est de mettre un système de nurturing, une séquence qui va permettre de, qui va avoir pour objectif d'aller chercher le décisionnaire. Ça peut être un scénario à prendre en compte. Le deuxième scénario, plus connu, c'est un MQL, donc c'est-à-dire une personne qui arrive via un formulaire. Cette fois-ci, l'objectif va être de lui apporter de la valeur automatiquement via une séquence pour qu'il puisse prendre rendez-vous au moment où il en aura vraiment besoin, parce qu'il sera dit, OK, cela c'est super, le produit c'est celui qu'il me faut, ou le service c'est celui qu'il me faut. Après, on a un autre qui peut être le devis en cours, donc obtenir une réponse à un devis. On a les deal loss, qui sont finalement tout ce que vous perdez en deal. Un prospect, moi c'est ce que je dis toujours, un prospect, même s'il dit non, c'est assez classique, hein, mais c'est pas parce qu'il dit non maintenant qu'il ne pourra pas dire oui après. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons de perte qui sont différentes. Et dans ce cas-là, en fait, on peut mettre en place un système de nurturing en fonction des raisons de perte. On le verra juste après. Il y a aussi les leads dormants. Donc ça, c'est un peu la masse énorme. Donc tout ce qui est tous les leads qui ne vous répondent pas, qui ne sont pas intéressés pour le moment, qui n'ont jamais pris rendez-vous, tout ça, vont pouvoir être nurturés aussi. Et il y a aussi la partie client pour essayer d'aller chercher de l'upsell, chercher du cross-sell. Voilà. Ces 6-là, c'est vraiment le starter pack du nurturing et qui sont très importants dans la génération et dans l'optimisation de votre CRM. Donc si vous ne les avez pas, je vous ai mis les petits 1, 2, 3. Pour moi, c'est les plus importants, c'est devis en cours, deal lost et deal dormant. Pourquoi? Parce que ça va vous générer directement du chiffre d'affaires, en fait. C'est instantané. Dès que vous mettez en place des systèmes comme ça, en fait, vous allez avoir des rendez-vous. Donc, qui dit rendez-vous dit des opportunités. Et donc, du coup, derrière, du chiffre d'affaires. Je vous ai fait aussi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des SaaS ici, qui sont CMO ou Head of Sales de SaaS ou même CEO. Il y a des cas spéciaux et évidemment des scénarios spécifiques au SaaS, notamment sur les free trials, donc les versions d'essai, les abandons d'onboarding, les churn ou les clients inactifs. Là, l'objectif, en fait, ça va être de cibler des points de perte, on le verra après, moi j'appelle ça des zones de perte dans le cycle, pour essayer de mettre des séquences de nurturing pour pouvoir en fait générer à chaque fois de l'envie et du, et du désir en fait de votre service ou de votre produit. Voilà. Est-ce que Lucas, tu as un truc à rajouter sur ça? En l'occurrence, moi, je suis CEO de SaaS, donc je pourrais donner deux, trois exemples de ce qu'on met en place en termes de nurturing de notre côté. Mais effectivement, tu l'as bien résumé, hein, en fonction de la source du lead et du type de lead, mettre en place des scénarios différents. On va revenir dessus, effectivement. Ouais. Il y a des questions qui ont été posées aussi, on les a bien vues. Merci pour les questions. On continue de les poser, effectivement, on reviendra dessus juste après. Ensuite, donc les formats. Donc là, maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était le nurturing, comment les cycles de vente, on va voir qu'il y a plusieurs formats, hein. On peut envoyer du mail, on peut faire du cold, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, on peut faire du LinkedIn, on peut faire du SMS ou on peut faire de la notification. Quand je dis notification, c'est que les boîtes qui ont des apps ou alors qui ont des SaaS où ils peuvent mettre des notifications in-app qui peuvent être intéressantes. Donc, pas hésiter à jouer avec tous ces formats-là, puisque en fait, ça va maximiser les réponses et donc du coup les rendez-vous, quoi. Maintenant que les bases sont posées, on va directement entrer dans le sujet de comment mettre en place en fait ce système. Nous, c'est le système qu'on met en place, la méthode qu'on utilise pour justement, quand on met en place ce système chez nos clients, on va utiliser. Alors évidemment, là, l'objectif, c'est pas que je rentre à fond dans la technique et dans les détails, mais je vais essayer en fait d'être le plus concis et le plus pragmatique pour que vous, tout de suite, dès demain, vous puissiez commencer à mettre en place un système de nurturing avec la bonne méthode. Parce que vous allez voir, c'est assez, ça peut être un peu fouillis, on peut ne pas savoir par où commencer. Donc moi, je l'ai divisé en 4 étapes. 4 étapes très simples et très méthodiques. La première étape,
ça va être de lister les scénarios. Alors, comme, donc les scénarios, c'est quoi? C'est ce que j'ai listé juste avant, donc vous allez cibler, en fait, sur votre cycle de vente, l'ensemble des zones à perte. Donc on le voit, le point 2. Quand je dis zone à perte, en fait, c'est que, vous allez avoir, dans l'exemple d'un SaaS, par exemple, à un moment dans, l'inscription, si vous avez un sign up, donc vous avez un formulaire d'inscription rapide, les personnes vont s'inscrire, sauf que derrière, en fait, vous avez une zone à perte de conversion. Parce qu'en fait, ils s'inscrivent, mais derrière, il y en a peut-être que 3, 4, 5, 6, 10 qui vont, créer vraiment, enfin, qui vont s'abonner à un plan payant. L'objectif ici, c'est de détecter cette zone-là et de se dire: «OK, je peux mettre une automatisation, du nurturing qui va permettre d'augmenter ce pourcentage de conversion». Pour les business un peu plus traditionnels, et d'ailleurs ça marche pour tous, c'est toute la partie deal loss, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi d'une zone à perte. Pourquoi? Parce qu'on empile, on empile, on empile les deals, les transactions, les opportunités. À la fin, il va y avoir une perte de ce deal ou un gain, mais quand c'est les pertes, en fait, bah, du coup, ils vont s'accumuler d'année en année, ce qui fait que nous, on a des clients qui se retrouvent avec, des milliers, mais vraiment des milliers, 1 000, 2 000, 3 000, deals lost avec des raisons principales, enfin des raisons de perte. Par exemple, ça peut être du budget, ça peut être, le timing, ça peut être, bah, ils vont chez un concurrent, ça peut être plein de trucs, et cette zone-là, en fait, c'est une zone aussi à perte puisqu'il pourrait être relancé au moment, bah, je sais pas, de 6 mois après, 7 mois, 1 an après, pour justement revoir les besoins. Peut-être qu'il y a des nouveaux besoins, et par expérience, c'est un endroit qui, comme je te le disais tout à l'heure, a un ROI et une conversion qui est tout simplement énorme, puisqu'on peut aller récupérer énormément de nouveaux deals sur des deals qui ont déjà été, fermés. Ouais, notamment Hem, sur les raisons liées au timing, oui, aujourd'hui, la principale raison de deal loss, c'est qu'au final, le prospect ne prend pas de décision. Dans 2 cas sur 3, la raison pour laquelle il ne signe pas, c'est que c'est qu'il a juste pas pris de décision et il a pas réussi. L'urgence n'a pas été, suffisamment importante pour qu'il arrive à prendre une décision, et ouais, donc ces leads-là, c'est vraiment des leads, voilà, bien nurturés, bien relancés pour revenir en nouvelle 3 mois, 6 mois plus tard, continuer de créer de la confiance, de la réassurance, continuer de leur montrer des business cases qui vont aider à passer à l'action, à convertir ces deals lost en potentielles nouvelles opportunités ouvertes. ouais, et je rebondis sur un truc, et ça fait un peu écho à la question de Adrien, mais actuellement, on sait que aller chercher, et on le sait tous, hein, tout le monde le sait, aller chercher un nouveau client en acquisition pure est beaucoup plus cher qu'aller, bah, refaire de l'upsell sur un client existant. C'est ce qu'on dit toujours. Mais en fait, c'est exactement la même chose c'est plus facile d'aller nurturer du coup et d'aller, réchauffer, relancer un lead qui est déjà dans son CRM, qui nous connaît déjà, plutôt que d'aller chercher une nouvelle personne qui ne nous connaît pas du tout. Et donc en fait, grâce à ce système-là, en fait, on fait vivre, notre CRM, et les leads ne s'empilent pas, en fait. Et c'est vraiment, l'objectif, encore une fois, du nurturing, c'est de maximiser, et dans un monde où en fait on va de plus en plus, heu, aller chercher de l'acquisition, mettre de l'argent sur de l'acquise, bah, en fait, d'avoir ce système-là permet de maximiser, bah, les perfs, quoi. C'est tout simple, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Hem, donc les zones à perdre, je l'ai dit, donc voilà, il faudrait que vous ciblez vraiment ces scénarios-là. On va aussi lister il faut que vous listiez les portes d'entrée de votre CRM. Quand je dis les portes d'entrée, c'est de savoir, bah, comment les leads peuvent arriver. Est-ce que vous avez des leads magnets? Est-ce que vous faites des webinaires? Est-ce que vous avez un formulaire sur votre site? Est-ce que vous avez plusieurs, formulaires sur votre site? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va permettre ensuite, et c'est l'étape 2, hein, de segmenter et de créer en fait un arbre pour dire: «Voilà, je veux que quand la personne arrive, ce contact-là arrive via cette porte d'entrée, alors je vais faire ça». On le verra juste après, et donc du coup, c'est ce que je dis, en troisième point, créer un mapping de scénario. Le mapping de scénario, en gros, c'est, bah, de le poser comme un schéma. Ce schéma-là, il va grandement vous aider quand vous allez, devoir le mettre en application technique dans le CRM. J'ai pas d'exemple là, mais vous verrez juste après, à quoi ça peut ressembler un mapping.
Mais l'objectif, voilà, vraiment, c'est d'avoir une visibilité, une vision très macro de OK, c'est quoi mes points de douleur, c'est quoi mes points de zone de perte et comment je les mets sur le papier pour que je puisse avoir une prise de décision qui est très simple. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, c'est de se dire: «OK, j'ai tous mes scénarios, sauf que en fonction du persona ou en fonction de plein de critères, bah, les messages ne vont pas être les mêmes». Donc du coup, on va segmenter, cette base-là. La segmentation, elle peut se faire sur plusieurs critères. Là, je vous ai mis les critères qui sont les plus communs et qui sont les plus, percutants. Donc, ça peut être les personas. Donc, quand je dis persona, c'est qu'on ne parle pas de la même manière à un DRH, ou c'est même pas les mêmes besoins pour un DRH qu'un CEO ou qu'un, CMO ou peu importe votre persona, mais les personas peuvent être différents. On va pouvoir aussi avoir des secteurs d'activité différents. Pareil, pas les mêmes cas d'usage que vous avez peut-être, pas les, heu, pas les mêmes, produits, tout simplement. Les tailles d'entreprise peuvent être un critère. L'offre ou le produit que vous proposez, peut-être que vous en avez différents, donc pareil, en fait, ça va être différent et des critères spécifiques. Hem, Là, le plus important, c'est vraiment de se poser la question de se dire: quels sont les comment dire? Hem, qu'est-ce que je vais dire à mes prospects pour qu'ils soient vraiment, touchés et que ça leur apporte de la valeur, mais vraiment dans leur quotidien. Parce que si vous parlez à quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans l'industrie pharmaceutique et que vous lui dites: «Bah, super, j'ai eu un cas d'usage, j'ai accompagné une boîte, SaaS», il y a aucun enfin, il va pas se reconnaître et il va se dire: «Oh, OK, c'est pas pour moi». Alors que si vous avez un autre message et parce que vous aurez fait une bonne segmentation et que vous avez un persona DRH qui est dans l'industrie pharmaceutique et que vous lui envoyez un message en lui disant: «Voilà, je viens d'accompagner une boîte qui est dans l'industrie pharmaceutique qui s'appelle ta ta ta, elle vous ressemble, bah, en fait, pourquoi on ne discuterait pas? Moi, j'ai des solutions à vous apporter». C'est vraiment pour ça qu'on fait de la segmentation, et donc du coup, bah, je vous encourage à segmenter votre base. Hem Alors du coup, il faut pouvoir la segmenter. Donc pour ça, il faut bien avoir les champs dans votre CRM pour pouvoir segmenter cette base-là. C'est très important. Si vous n'avez pas d'ailleurs, je vous donne un quick win, si vous n'avez pas ces champs-là, dans votre CRM, ajoutez-les dès aujourd'hui, dès demain, pour qu'en fait vous puissiez petit à petit créer des segments qui sont pertinents. Parce que sans ça, en fait, vous ne pourrez pas faire de segmentation. Ensuite, hem, la deuxième étape, donc là on était sur la alors je crois que je me suis trompé. Non, c'est la même chose, voilà. Je vous parlais tout à l'heure de mapping. Ça, c'est l'arbre de décision. C'est en fonction de la segmentation que vous aurez faite, je vous conseille aussi de faire cet arbre de décision qui va vous permettre de visualiser combien de séquences vous allez devoir créer en fonction des critères de segmentation que vous aurez faits. Donc par exemple là, moi j'ai décidé de faire une segmentation via l'offre, donc j'ai 2 offres. C'est un exemple, hein. J'ai une offre et une deuxième offre et je veux diviser ma deuxième offre en pour un secteur, pour un deuxième et dans ces secteurs, je vais avoir un persona A et un persona B à chaque fois. Ce qui veut dire que finalement, je sais que je vais devoir créer une séquence avec une variante 1, une deuxième séquence avec une variante 2 et au final, j'ai 6 séquences à créer. Ces 6 séquences, alors elles peuvent se ressembler, mais elles vont être personnalisées avec plusieurs choses. On le verra après dans l'écriture. On va les personnaliser avec des cas d'usage différents, on va les personnaliser avec des besoins et des bullet points, par exemple, qui sont différentes et on va apporter une valeur qui est un peu, personnalisée en fonction du segment qu'on aura étudié. Voilà. Donc là, on passe à la troisième étape. Une fois que vous savez comment, du coup, enfin, maintenant, on va écrire les messages, en fait. Quand je dis écrire les messages, tout simplement, il ne faut pas vouloir vendre. Pour moi, c'est le le top, conseil à faire dans le nurturing, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, c'est, qu'est-ce qu'on met dans le nurturing? Qu'est-ce qu'on met dans les messages? Qu'est-ce qui fait que ça va vraiment cliquer, que ça va faire des rendez-vous? En fait, il y a pas de secret. On va pas forcer quelqu'un à acheter, on va pas qu'il fait on va ça sert à rien de vendre via un email, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut faire, c'est, du coup, il y a plein de conseils qu'on a mis, dans ce tableau-là, mais en gros, si je résume, c'est pas vouloir vendre, c'est apporter de la valeur, donner des éléments
qui sont pertinents pour la cible. C'est être bref, c'est bon, voilà, apporter de la valeur, j'ai déjà dit. C'est aller chercher une réponse, un oui, un non. C'est adopter un ton naturel parce qu'en fait, l'objectif, c'est de créer une discussion, d'avoir une confiance. C'est pas de faire des gros blocs de marketing, c'est pas une newsletter. Vraiment, c'est de créer un sentiment de régulier où on est là et on se dit: «Ah OK, eux, ils savent faire ça dans mon industrie, donc quand j'en aurai besoin, je vais aller vers eux». Ce que je conseille, c'est que sur la partie séquence mail, c'est de faire de 3 à 7 mails. Si vous voulez faire des grandes séquences, par exemple sur, 6 mois, c'est aussi possible, hein. Dans ce cas-là, vous pouvez espacer de 10, 15, 20 jours, vos emails, ce qui va du coup faire une séquence de nurturing qui va être très longue sur 6 mois. Mais après, vous pouvez aussi faire des séquences plus petites, plus, rapprochées avec, 5, 10 jours entre chaque mail et ça va durer 2, 3 mois. Voilà. Ça, c'est pour l'écriture des messages. Heu, hésitez pas à être très naturel, hein. L'objectif, c'est comme si vous écriviez un mail, pour un prospect comme pour le relancer. Voilà, vous lui apportez de la valeur et vous continuez comme ça très régulièrement. Hem, une fois qu'on a écrit les messages et bah, du coup, on va devoir tout automatiser dans le CRM. Alors, cette partie-là, le but, c'est pas d'y consacrer du temps aujourd'hui, parce que, bah, ça serait trop long. Mais en gros, si je vous donne un alors ça dépend sur quel CRM vous êtes. Si vous êtes sur HubSpot, vous pourrez mettre en place un système de nurturing comme ça. Si vous êtes sur Jova, exactement, vous pourrez le faire aussi. Si vous êtes sur Pipedrive, vous pourrez le faire aussi. Bref, peu importe que le CRM que vous avez, si vous pouvez faire des workflows, des automatisations, vous pourrez mettre en place, les scénarios qu'on a vus, juste avant. Le conseil que je vous dirais, c'est appuyez-vous sur le mapping que vous avez fait, les scénarios. C'est pour ça que je vous ai dit de le faire. C'est que c'est hyper, visuel et comme ça, vous avez juste à reproduire, en fait, le schéma visuel que vous aurez fait sur un Miro, sur un Whimsical. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des outils de schématisation. Vous les retranscrivez en technique. Hem, le conseil que je peux vous donner, c'est que soyez le plus simple possible. Un scénario est égal à un workflow. Grosso modo, ça vous donne comme ça, une capacité de simplicité, qui est meilleure. Voilà. Donc là, moi, les screens que vous voyez, c'est des exemples de workflow dans HubSpot. Évidemment, nous, on les met en place, pour vous, si, si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas les capacités de faire. Hem mais bon, en tout cas, vous pouvez le faire de vous-même. Voilà, je suis arrivé au bout des 4 étapes. Pareil, si vous avez des questions que vous voulez rentrer dans les détails, on pourra y venir juste après. Je vous présente un cas d'usage, qu'on a fait sur un SaaS, B2B, du coup, dans le secteur du voyage, qui a été très probant et qui est vraiment c'est pas un cas exceptionnel, hein. Là, je vous montre pas un cas qui est, hors du commun et qui, est fou avec des chiffres qui sont, pas atteignables. C'est vraiment on l'a mis en place et instantanément, il y a eu des résultats. Ce qu'on a mis en place, c'est, donc 50 séquences différentes. Pourquoi 50? Parce qu'en fait, on a l'arbre de décision, enfin, la segmentation a été fine. On le voit, alors très mal, mais dans le schéma que vous voyez, ben, en fait, on voit qu'on a, en fonction des types d'agences de voyage, parce que c'est un SaaS qui vend un SaaS pour des agences de voyage, en fonction des types de voyages et des agences de voyage, on a fait des séquences différentes parce que, bah, ça répondait à différents besoins. Ce qui a donné à la fin, des séquences qui sont différentes, il y en a eu 50. La base de contact qui a été relancée, il y a eu des deals lost et des deals et des leads qui étaient inactifs. Tout ça faisait à peu près 5000 contacts et on a mis en place, du coup, enfin, jusqu'à maintenant, ça fait 6 mois et sur ces 6 mois, du coup, tout a tourné. Il y a eu de l'A/B testing aussi qui a été fait, sur ces scénarios et ça a généré sur 6 mois, du coup, 120, rendez-vous et donc du coup, 600 000 € d'opportunités. Pourquoi ça a généré autant? Parce qu'en fait, ça n'avait jamais été fait. Jamais été fait. Ça veut dire que tout ce qui était dormant dans la base, on s'est rendu compte que, naturellement, ils avaient des besoins et donc du coup, si on leur dit: «Bah, je fais ça», du coup, ils ont pris rendez-vous. Donc 120, rendez-vous générés, 600 000 € d'opportunités. J'ai pas accès après aux conversions, et je pourrais pas vous donner le chiffre d'affaires parce qu'en fait, c'est encore en cycle de vente.
Mais après, on peut mettre entre 30 et 50% de closing sur ces chiffres-là, et ça vous donne le chiffre d'affaires qui a été généré. Voilà. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est simple et qui est réel. Voilà. Je vais laisser maintenant Lucas, à part si tu veux rajouter quelque chose, Lucas, mais sur la partie multicanal, qui est, euh, qui est la suite, parce là, je vous ai parlé surtout de la partie mail, mais évidemment, l'objectif, c'est aussi de faire du multicanal pour un petit peu diversifier son nurturing. Ah, il y a des questions qui ont été posées sur le sujet. Ben justement, ça va être l'occasion de vous donner quelques cas d'usage de séquences en multicanal. Historiquement, c'est vrai que le nurturing se fait beaucoup par email. On est aujourd'hui maintenant dans une ère où le mail est souvent, la boîte mail est souvent bondée. Il y a aussi des questions de délivrabilité, hein, de plus en plus, qui sont de plus en plus contraignants selon voilà, les outils que vous utilisez. Vous devez le voir, des emails. Des emails qui sont plus ou moins bien, plus ou moins ouverts, plus ou moins cliqués. Et donc, la solution à tout ça, c'est de varier un petit peu les canaux de connexion, d'activation de vos prospects. Et les cas d'usage, nous, qu'on pousse et qu'on recommande de plus en plus, c'est d'intégrer typiquement en B2B, si vous faites du nurturing B2B, la combinaison avec LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui, même si voilà, c'est un outil qui a beaucoup servi pour faire de la prospection à froid, il est rarement utilisé pour faire du nurturing, c'est-à-dire de la réactivation de prospects existants. Et pourtant, c'est un outil qui permet vraiment d'aller créer des conversations, de réactiver des leads dormants de manière super efficace. Typiquement, il y avait des questions sur les benchmarks de taux de réponse sur Ouais. des mails des emails. Vous l'observez peut-être voilà, sur vos séquences d'emailing, mais globalement, nous, ce qu'on observe, c'est que sur une séquence d'emailing, vous avez peut-être 1 à 3% de taux de réponse. Alors après, vous allez pouvoir peut-être détecter des clics, vous allez avoir parfois des prises de rendez-vous, des téléchargements de ressources dans vos séquences qui font que vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour passer un coup de téléphone, par exemple, mais les réponses pures par email, elles sont rarement plus élevé que 3% sur des leads qui reçoivent beaucoup, beaucoup d'emails aujourd'hui. Sur la prospection à froid, si vous contactez des prospects sur LinkedIn, ni d'Ève ni d'Adam, vous allez avoir peut-être 5 à 10% de réponses. Mais si vous allez retoucher des prospects qui vous connaissent déjà, en contextualisant votre message, en vous appuyant sur un signal, vous allez plutôt approcher 20-30% de taux de réponse. Et ça, c'est quoi? C'est des... Vous avez un micro qui bug, vous m'entendez toujours? Est-ce que vous... Ouais, ton micro, il a un peu bugué. Ouais. C'est bon, c'est revenu. Ok, c'est mieux. Je vois que j'ai mon téléphone qui s'active et j'ai l'impression que mon micro se connecte. Bon, désolé pour ça, j'espère que c'est mieux. Ouais. Mais donc, voilà, ce que je voulais expliquer par là, c'est qu'effectivement, voilà, intégrer LinkedIn dans vos séquences multicanales, ça permet vraiment d'avoir des taux de réponse, des conversations avec vos prospects que vous n'arriviez pas à avoir par email ou vous n'arriveriez pas à avoir par email. Gardez en tête qu'on on parle beaucoup de LinkedIn, on parle beaucoup d'email, mais ce qui va vraiment en B2B pouvoir convertir la conversation en rendez-vous, c'est souvent aussi de compléter ça par un coup de téléphone, un appel commercial. Donc le nurturing doit servir à alimenter les commerciaux pour identifier les prospects les plus intéressants, les plus pertinents. Voilà, et ça, c'est important de le garder en tête. Donc, pour ce faire, bah, il faut effectivement avoir la donnée, hein, Maxime, c'est ce que tu disais en entrée, c'est que si vous n'avez pas les champs complétés, si vous n'avez pas le numéro de téléphone, l'email, alors surtout le LinkedIn ou l'URL LinkedIn de la personne, ça peut être difficile hein, de mettre en place du multicanal. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'enrichir vos CRM ou d'aller prendre le réflexe à l'entrée euh, bien enrichir votre base de données dès l'entrée pour avoir le numéro de téléphone, l'URL LinkedIn de votre prospect, éventuellement d'avoir plus d'informations pour pouvoir personnaliser vos messages. Et typiquement, des outils comme Jova, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre de faire ça, hein, d'enrichir votre CRM, de pouvoir aller récupérer ces différentes données pour personnaliser vos messages et toucher les bonnes personnes. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le multicanal, c'est aussi un moyen d'aller
récupérer des signaux un peu différents que juste la personne a ouvert ou cliqué dans un email, a téléchargé une ressource sur mon site internet. Ça peut être la personne a participé à un webinaire sur LinkedIn, ça permet d'aller identifier que la personne a liké le post d'un concurrent ou commenté le post d'un concurrent ou d'un créateur de votre niche. L'avantage d'aller identifier ces signaux, c'est que vous allez pouvoir contextualiser vos messages en termes de timing déjà. J'ai vu que vous aviez réalisé telle action, donc je vous contacte pour cette raison. A priori, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Et en plus de ça, donc de timing et oui, de message. Donc de pouvoir, voilà, effectivement, avoir un message qui est pertinent, personnalisé, adapté au signal que vous avez détecté. Donc voilà, monitorer un petit peu ces différents signaux, c'est une manière d'aller voilà, aussi savoir quand contacter la personne et personnaliser vos messages. Maxime, tu en parlais tout à l'heure, mais donc quand vous mettez en place un système de nurturing, il faut garder en tête que c'est important de mesurer la performance de votre système de nurturing. Donc, par email, vous allez regarder le taux d'ouverture, le taux de clic, le nombre d'opportunités générées grâce à vos séquences ou réactivées. Voilà, peut-être le taux de désinscription. Si vous avez des séquences qui sont trop agressives, vous allez pouvoir détecter que telle séquence génère des désinscrits et donc potentiellement peut-être avoir des séquences plus espacées ou retravailler vos messages. Sur LinkedIn ou en multicanal, vous allez regarder le taux d'acceptation des invitations envoyées, le taux de réponse de vos campagnes LinkedIn, le nombre d'opportunités générées par une séquence de nurturing multicanal, typiquement. Des outils comme Jova permettent de le faire assez simplement. Un exemple concret de nurturing, alors du coup, moi je suis toujours associé de de NeoCamino, mais en l'occurrence, j'ai été, à la fois en charge d'accompagner nos clients, mais aussi d'alimenter nos équipes commerciales avec un rôle de CMO, hein, de responsable marketing pour NeoCamino. Nous, on avait un enjeu à prioriser et assigner les meilleurs leads, ceux les plus qualifiés tous les mois aux commerciaux. On avait des volumes de leads importants en entrée qui pouvaient provenir de différentes sources, du référencement naturel, d'événements physiques ou digitaux, webinars, salons, mais aussi de publicité en ligne, LinkedIn Ads typiquement. Et donc, on générait beaucoup de leads qu'il fallait qualifier dans un premier temps, savoir si effectivement ils étaient dans notre cible, si ils cochaient les cases voilà, de ce qu'était un lead qualifié pour nous. Et puis après, au-delà de ça, de se dire, ben, parmi ces leads qualifiés, quels sont les leads les plus prioritaires, les plus intéressants pour nous parce qu'ils ont réalisé telle ou telle action, parce qu'on les a suffisamment préchauffés pour que lorsque le commercial appelle, on avait un point d'accroche, on avait déjà créé une relation avec le lead en amont, qui fait que c'était pertinent, voilà, d'appeler telle personne. Donc l'enjeu, c'était voilà, sur les 400 leads qu'on pouvait générer tous les mois via les différents leviers cités précédemment, d'aller extraire la crème de la crème de ces leads dans les leads nouveaux, dans les leads déjà présents dans le CRM, dans les deals lost, et de pouvoir réactiver tout ça pour assigner ces nouveaux leads aux commerciaux et leur dire, ah, ce lead-là, il est important que tu l'appelles aujourd'hui, dis-nous s'il est qualifié ou pas. Donc ça, c'était l'enjeu. La première étape, typiquement, c'était de segmenter et scorer les prospects dans un outil aujourd'hui, NeoCamino utilise Jova, typiquement. Donc, on avait 2 types de leads principaux, ce qu'on appelait des tiers 1, des tiers 2, on les avait segmentés comme ça, avec une segmentation un peu différente. Des dirigeants, parce que c'était vraiment notre cible prioritaire, avec des enjeux d'accompagnement, de prise de hauteur sur leur stratégie, de 4 à 50 salariés, service B2B en priorité, plutôt service B2C dans une cible secondaire, et avec un numéro de téléphone valide, un email valide. Donc, on allait vérifier tous ces critères-là pour les placer automatiquement dans un système qui leur assignait un tiers qu'on appelait tiers 1. Puis ensuite, on avait une cible secondaire qui était plutôt les tiers 2, donc des responsables marketing et communication avec des tailles de boîte parfois un peu plus grandes. Pareil, avec des systèmes voilà, de vérification de la donnée, tel email, pour aller assigner ce tiers 2 dans un niveau de priorité un peu inférieur aux commerciaux. Et ensuite, voilà, ce que je vous montre typiquement à quoi pouvait ressembler l'interface, mais en fonction de la source du tiers,
et de signaux qu'on avait détectés qui pouvaient être voilà, nouveau lead, deal lost il y a X mois, etc. On allait créer des séquences adaptées pour les assigner aux commerciaux. Voilà, donc vous le voyez dans la colonne tiers, on avait tous les leads qui étaient scorés tiers 1, tiers 2, etc. Dans la source, on avait créé un mapping de source pour identifier les leads qui provenaient de LinkedIn, les leads qui provenaient de webinars, etc. Et à partir de là, on avait des séquences qui étaient assez variées. Je vous mets un exemple concret de séquence multicanal sur un téléchargement de guide LinkedIn Ads, typiquement. Euh, voilà, on avait un premier mail qui partait où on apporte de la valeur, Maxime, tu le disais. Donc, on apporte de la valeur d'abord, on partage des exemples d'articles ou de guides complémentaires au guide qui a été téléchargé. Et puis ensuite, on a une action d'invitation sur LinkedIn, un message sur LinkedIn qui se veut conversationnel de nouveau pour aller chercher une réponse ou au moins une identification de la part du lead pour ensuite déclencher un appel commercial qui va peut-être pouvoir être contextualisé, où on a déjà une relation avec le prospect qui est avancée. En tout cas, il nous identifie bien, on a apporté de la valeur et la conversation elle est tout de suite beaucoup plus fluide pour aller générer le rendez-vous avec le prospect. Donc, un exemple concret sur tout ça. Euh, voilà, je suis passé un peu vite sur ces sujets-là, mais si vous avez des questions, bah, ça va être l'occasion d'y répondre. On arrive dans la partie questions-réponses, la dizaine de minutes qui nous reste pour avancer sur tout ça. Peut-être pour conclure, on a montré des cas d'usage assez complets, assez avancés hein, de nurturing, mais si je devais quand même, si vous débutez, un point important, c'est que le mieux est l'ennemi du bien, et je vous conseille quand même de commencer par des choses simples quand vous mettez en place des séquences de nurturing. Donc, typiquement, si vous envoyez ne serait-ce qu'une newsletter toutes les 2 semaines à votre base pour continuer de faire en sorte que la personne, elle vous ait en tête, de lui apporter de la valeur, c'est déjà une super première étape pour créer des relations avec son audience. Et puis, si vous faites déjà ça, et bien ensuite, ça va être de se poser la question de comment aller plus loin, voilà, d'effectivement identifier les poches de leads importantes à retoucher avec un CRM qui est bien structuré, avec des étapes de vente claires, de la donnée enrichie et de qualité, un scoring pour savoir qui sont vos prospects les plus intéressants, les plus pertinents conformément à vos critères de ciblage. Et puis progressivement, si vous êtes, voilà, vous avez déjà tout ça bien en place, de vous appuyer sur les signaux d'intérêt et mettre en place des séquences multicanales pour aller améliorer vos taux de réponse, améliorer voilà, la performance de votre séquence de nurturing. Donc, dans ces étapes-là, hein, voilà, je pense que si on doit être pragmatique, c'est ce que je recommanderais pour mettre en place progressivement des systèmes de nurturing. Maxime, il y a des questions. Les ressources, je vous le dis, on a une ressource qui vous est partagée par les équipes COPS, qui est le guide du nurturing pour aller un peu plus loin, qui récapitule et qui donne des exemples concrets de nurturing par COPS. Ouais. Alors, je pense que, enfin, dans tous les cas, vous le recevrez après le webinaire en même temps que le replay, le guide de nurturing, en gros, qui reprend tout ce qu'on a dit là, avec d'autres exemples, avec en gros le guide qui va vous permettre de suivre étape par étape de votre côté. Donc ça, c'est offert et du coup, je vois aussi le guide du nurturing, enfin du LinkedIn, pardon. C'est ça. C'est un guide qui comprend des sujets autour du multicanal, mais plus largement de LinkedIn. Je vous le partage dans le chat, il est là à l'instant. Mais vous l'aurez aussi dans les slides et dans le mail qui suivra le webinaire pour le retrouver. Vous avez des modèles de messages de nurturing sur LinkedIn. Ouais, je vois que Karine, il y a des questions sur comment trouver les numéros de téléphone. Il y a des exemples d'outils pour récupérer les numéros de téléphone et le faire le plus simplement possible. Vous allez retrouver tout ça dans le guide. Est-ce qu'on passe aux questions? Parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps sinon. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vois qu'il y a une question qui a été posée par Victoire. Quels sont les différents canaux de nurturing? Je pense qu'on est un petit peu répondu, Victoire. Si vous êtes encore là, je vous propose de nous dire si on y a répondu. Mais est-ce que tu veux compléter, Maxime, ce qui a été dit ou peut-être Je mettrai, prenons le temps. Attends, je relis la question. Du coup, quels sont les différents canaux de nurturing? Je vois les emails qui fonctionnent bien, mais très prenants en temps. Plus, dès que le nurturing est fini, le contact repart dans les limbes. Alors, c'est une très bonne remarque et c'est
c'est souvent une réponse qui est enfin une question qui est posée. C'est qu'en gros, OK, je fais une séquence pendant, 1 mois, mais derrière, en fait, oui, ça ne reprend pas et c'est justement tout l'intérêt de mettre vraiment un système en place. C'est-à-dire que un, vous aurez une newsletter, déjà qui va être très régulière. 2, vous aurez une séquence, de nurturing, numéro 1, on va dire et dans le système, on n'en a pas parlé là parce que c'est un peu avancé. Mais en fait, on peut refaire des séquences qui partent tous les 6 mois, tous les 1 an, qui vont permettre en fait de toujours recycler votre base. C'est comme ça qu'en fait on limite ce que vous dites quoi, c'est-à-dire que ça reparte dans les limbes. Voilà Exactement et puis les et différents canaux de nurturing, on en a un petit peu parlé effectivement, ouais, l'email, LinkedIn, potentiellement le SMS qui se fait peut-être plus en B2C qu'en B2B en l'occurrence, je recommande pas spécialement en B2B, ouais, bien que selon les cibles, pourquoi pas. ouais. Hem, Il y a un truc aussi qui est important à savoir, c'est que, là la question, en tant que enfin si vous êtes débutant et si vous n'avez pas encore du tout de nurturing, en fait, il faut déjà penser à faire une première séquence de nurturing. Déjà, même si ça dure 1 mois, 2 mois, ça va déjà vous générer énormément de résultats et ensuite de l'améliorer avec le fait de se dire: «OK, on en rajoute une pour que ça génère en fait tous les 6 mois des séquences». Mais ça, pour moi, c'est une deuxième étape. Voilà, après il y a une deuxième question, je l'affiche, je sais pas d'Adrien si comment? d'Adrien, c'est ça? Ouais, d'Adrien. Vous avez les chiffres du genre moyenne de taux de réponse, tu as un peu dit tout à l'heure, Ouais, sur les streams d'email, de nurturing en fonction des personas clés. Alors moi, si je peux répondre à ça rapidement, ça va dépendre énormément du secteur, du persona, enfin ça dépend d'énormément de choses. Moi, ce que je remarque sur la partie mail, c'est que un entre du mailing froid et du mailing nurturing sur une base connue, ça n'a rien à voir en termes de taux de réponse et les prises de rendez-vous. Parce qu'en fait, il vous connaît déjà. Donc, quand on va avoir 1-2 de taux de réponse sur des call mailing, on va avoir 4-5-10 de réponse sur du nurturing, mail sur des bases qui sont déjà, chaudes, on va dire. Ça premièrement et pareil sur le taux de rendez-vous. Après, sur les personas, il y a pas de vérité absolue. Ça dépend vraiment du secteur. complètement, complètement. Question de Christelle aussi, qui a été upvotée en l'occurrence, qui doit concerner plusieurs personnes. Hem, Comment, prendre en considération du coup le niveau d'engagement et d'intention, lead scoring? Et effectivement, on a parlé de lead nurturing, mais il y a une question de lead scoring, pour prendre en compte, non seulement les données firmographiques, hein, donc taille d'entreprise, secteur, éventuellement les personas, mais aussi donc le niveau d'engagement, d'intention, du prospect. Donc est-ce qu'il est vraiment chaud, hein? Est-ce qu'il a, participé à un webinaire? Est-ce qu'il a téléchargé une ressource? Voilà, pouvoir prendre en les comportements du lead, les incorporer dans le système de nurturing. Quel outil pour générer ça de façon dynamique? Vas-y, Et ben moi, si tu veux répondre. je peux répondre. Donc typiquement, sur le cas d'usage de NeoCamino, le scoring que je vous ai présenté, hein, donc qui comprend les données firmographiques sur, voilà, persona, taille d'entreprise, secteur d'activité, est-ce qu'on a les données nécessaires? Mais aussi du coup, le niveau d'intention, c'est-à-dire, la personne a téléchargé un guide, 1 fois, 2 fois, a participé à un webinaire et cetera. Tout ça, c'était mis en place avec Jova de façon dynamique. Voilà, après des outils pour le mettre en place, Maxime, bah, vous travaillez sur HubSpot typiquement, donc si tu veux en parler un petit peu plus. Ouais, bah, HubSpot a un module en fait de nurturing de nurturing, pardon, de scoring qui permet en fait justement grâce, aux données firmographiques, donc aux données que vous avez dans le CRM, donc la taille d'entreprise, le secteur, vous pouvez dire, si c'est, cette taille d'entreprise, je vais mettre tant de points. Si c'est, ce secteur-là, je vais mettre tant de points et vous pouvez faire pareil avec, si c'est un webinar, si, la personne va télécharger, tel lead magnet, tout ça, ou répond à un email, on peut ajouter des points et à la fin, en fait, ça fait une table de scoring finalement et avec cette table de scoring, on peut faire des tiers comme avait présenté, Lucas, pour les envoyer. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est encore une fois, c'est très lié le scoring et le nurturing. Il faut faire simple au début, et plus vous avancez, plus vous pourrez faire un scoring qui est de plus en plus complexe. Donc vous pouvez le faire avec Jova en termes de stack.
pouvez le faire avec HubSpot, ou comme ça permet de centraliser. Moi, je conseille toujours de centraliser, le scoring et le nurturing, heu, pour, des soucis de simplicité, en fait. Parce que voilà. Carrément. Et peut-être pour terminer sur ce sujet-là, il y a de plus en plus, on voit émerger des cas d'usage autour de l'IA, parce qu'au final, mettre en Ouais, place des systèmes de scoring, sur la base d'automatisation, c'est effectivement, des mécaniques qui nécessitent un peu de bidouiller avec les automatisations, d'avoir des expertises techniques. Mais aujourd'hui, l'IA permet d'avoir des premiers niveaux de scoring et voilà, oui, de scoring, hein, de tiering de lead pour vous dire, voilà, tel lead correspond à votre client idéal et il a réalisé sur la donnée que j'ai en CRM tel type d'action qui me permet de dire il est chaud, il est qualifié. Donc, ouais, l'IA permet de plus en plus, en tout cas, de gagner du temps sur la mise en place de ce type de sujet et de faire remonter exact, des informations intéressantes. exact. Euh, Christelle, pour vous, quelle est la stack idéale pour développer de l'engagement slash conversion et force et faiblesse de Jova vs la grosse machine ou Wallaxy? Alors moi, je peux répondre sur la partie force et faiblesse de Jova vs la grosse machine et Wallaxy. Euh, Vas-y. donc la grosse machine qui a un outil de prospection multicanal, Wallaxy qui est un outil, on va dire, de prospection multicanal, mais quand même très orienté LinkedIn, ont voilà, des forces qui leur sont très propres. Mais on va dire que nous, ce sur quoi on va se positionner vs ces outils-là, c'est qu'on on ne se considère pas comme un outil de prospection à proprement parlant, mais plutôt un outil d'activation de prospects. Donc on va mettre en place des cas d'usage justement pour détecter des signaux à l'intérieur de Jova. J'en ai montré quelques-uns, à participer à un webinaire LinkedIn, à engager sur un post LinkedIn de votre concurrent ou le vôtre, euh, à, euh, à reçu votre newsletter, voilà, en tout cas des signaux qui vont vous permettre de créer de la conversation, donc engager votre prospect avec le bon message, le bon moment, et augmenter vos taux de réponse. Wallaxy et la grande machine sont plutôt des outils historiquement qui sont dédiés à la prospection à froid, donc qui vont vous permettre voilà, de faire de la prospection VS, plutôt nous positionner sur des cas d'activation de prospects. Mmh. Et puis après, la deuxième différence qu'on va avoir, c'est que nous, on va aller jusqu'au pré-CRM, c'est-à-dire que vous avez une vue avec une pipeline de prospects où vous pouvez définir des étapes de vente dans l'outil. Donc, vous allez pouvoir suivre, voilà, premier rendez-vous réalisé, deuxième rendez-vous réalisé, troisième rendez-vous réalisé. Ce qui n'est pas le cas, il me semble, sauf erreur de ma part, de ces outils-là, qui s'arrêtent vraiment à la création de la séquence de prospection. Et puis après, vous allez avoir besoin d'un CRM pour faire le suivi. Nous, on va rajouter une brique de pré-CRM pour vous aider à construire la relation et les étapes de vente dans Jova directement. Maxime, toi, de ton Ouais. côté, est-ce que tu veux préciser ta stack idéale pour développer de l'engagement de la Bah, en vrai, alors moi, ce que je conseillerais, en fait, par rapport à la question, si je lis entre les lignes, pour moi, il y a vraiment 2 choses différentes et à séparer, et c'est un peu tout ce qu'on a dit là, pendant cette heure-là. C'est qu'il y a la prospection, il y a l'acquisition de nouveaux leads, donc des leads froids. C'est ce que va permettre la grosse machine, Wallaxy, Lemlist, il y en a plein d'autres, voilà, qui permettent ça. Mais en fait, là, tout l'enjeu, c'est justement de se dire: «Ça sert à rien de générer des milliers et des milliers de leads qui sont, froids, si en fait vous avez déjà des leads dans votre CRM». Donc moi, ce que je conseille en fait, c'est déjà avec votre, CRM, donc je ne sais pas quel CRM vous avez, mais peu importe, vous avez de quoi faire. Donc moi, j'ai envie de dire la stack, utile pour mettre en place du nurturing et maximiser l'engagement, ça va être, de notre côté, on utilise HubSpot et c'est tout. Ou alors Jova et c'est tout. On pourrait limite, faire que avec ça, et ça peut générer des rendez-vous sans aller acheter, et des nouveaux outils et aller trouver une nouvelle stack. Je rebondis d'ailleurs sur ça, pour, continuer sur la stack. C'est pas une question, mais c'était dans le chat toc toc toc, de je sais plus qui, c'était Karine, je crois? Non, Aline Mag c'était par rapport ah oui, voilà, c'est ça. Karine qui dit: «Comment on fait quand on ne fait que du call mailing au départ? Il est difficile de nurturer par téléphone, car il est compliqué de trouver les numéros de téléphone». En effet,
C'est quelque chose qui est souvent demandé. Et dans ce cas-là, en fait, on peut ajouter, donc soit je crois que Jova le fait. Mmh. Voilà, Jova peut enrichir directement le numéro de téléphone. Si vous êtes pas sur Jova, que par exemple vous êtes sur Pipedrive ou HubSpot ou n'importe quoi, il est possible, de faire une automatisation pour synchroniser ou utiliser d'autres outils qui s'appellent par exemple, enfin des outils d'enrichissement qui vont permettre en fait de trouver ces numéros de téléphone. Heu et en fait, du coup, c'est tout à fait possible, tout simplement. C'est ça. Nous, on a une fonctionnalité d'enrichissement téléphone et email dans Jova. Donc, si vous n'avez pas ces données-là, vous avez juste nom, prénom, entreprise, etc. Vous allez pouvoir retrouver le numéro de téléphone, email professionnel de la personne avec un taux d'enrichissement qui approche les 80%, avec un système d'enrichissement en cascade qui permet d'aller voilà, chercher chez un fournisseur de données le numéro de téléphone. Si on ne le trouve pas dans le premier fournisseur, d'aller dans le deuxième, etc. Ouais. Hem, il y a Willy qui pose la question là pour peut-être pour terminer. Alors il y en a 2, mais en gros sur WhatsApp. Alors WhatsApp, c'est un sujet, qui est assez compliqué, surtout sur la partie nurturing et même au global. Pourquoi? Parce que, déjà tu pourras pas vraiment savoir s'il a WhatsApp avant de lui envoyer un message et deuxièmement, tu moi, je déconseille le nurturing sur WhatsApp. Enfin, je déconseille au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, WhatsApp est très fermé. Tous les messages que vous voulez envoyer sont vous ne pourrez pas envoyer n'importe quoi. Ils doivent être validés à chaque fois. Et les automatisations qui sont faites avec WhatsApp demandent une architecture qui est voilà, qui peut être un peu embêtante à faire. Donc il y a beaucoup de je pense que c'est pas le premier canal à activer, c'est ça que je veux dire. Il y a du LinkedIn et du mail à mettre en place et ensuite vous pourrez aller sur du WhatsApp. C'est un peu mon avis. Maxime, on arrive, sur la fin de ce webinaire, il est midi, on est dans les temps, on a réussi à tenir le délai et répondre aux différentes questions. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être auquel on n'a pas répondu Je et vois la question, encore de Willy qui met: «Comment être sûr que les numéros enrichis soient corrects?» Je te laisse répondre, Lucas, mais bon, ouais, globalement, appeler, hein, c'est ouais, je non, mais Willy, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, enfin, si est-ce que vous voulez vérifier que les numéros de téléphone sont corrects avant d'appeler? Ce serait ça le cas d'usage, typiquement ou, et est-ce que c'est sur Jova spécifiquement ou est-ce que c'est sur, tous les outils d'engagement, d'enrichissement? Je veux bien une précision sur la question pour être sûr de ne pas répondre à côté. il a dit oui, donc il va nous préciser. Oui, Mais j'ai l'impression que c'est surtout, ouais, de savoir en gros la capacité des outils à trouver les bons numéros, quoi, oui. tout simplement. Bah, en tout cas, nous, on s'engage sur le fait d'avoir un taux d'enrichissement qui approche les 80%. Donc si c'est pas le cas quand vous appelez, vous êtes, dans votre droit de nous le faire remonter parce que c'est vraiment là-dessus que nous, on a un fournisseur qui s'engage à faire ça et dont on a vérifié la qualité de la donnée, qu'on utilise au quotidien nous-mêmes pour, le groupe, pour que ce soit pour NeoCamino ou pour, Joa. En tout cas, typiquement, nous, une fois que le fournisseur nous a transmis le numéro de téléphone, la seule manière de le vérifier, c'est qu'on voilà, on appelle l'audience et puis ensuite on va qualifier, si le numéro est faux, on va le renseigner et puis le faire remonter, au fournisseur. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois que les numéros sont donnés, globalement, ils sont bons. C'est ça. S'ils sont pas bons, ils sont remis à jour après par l'outil, par les retours et globalement, moi, ce que je dis toujours sur ces outils d'enrichissement, le but, c'est de faire de la masse quand même. Oui, il y en a où vous aurez pas de numéro, bah, en fait, c'est le jeu aussi, et si vous en avez un, beh, oui, il faut appeler et voir si c'est bon. Mais globalement, c'est du très bon, numéro et qui est correct dans Mmh. franchement 90 enfin, dès que c'est trouvé 90-95 du temps, c'est des bons numéros. Ouais. Alors pour le Voilà. coup, nous, on a vraiment choisi ce fournisseur-là pour la qualité de sa donnée. On avait testé plusieurs, fournisseurs, voilà, je ne partagerai pas spécialement les noms, mais on a fait le choix de ne pas les utiliser parce que la donnée était peu mise à jour. Là, en l'occurrence, voilà, l'outil qu'on utilise nous de notre côté, vraiment, on a éprouvé la donnée et donc ouais, Maxime a bien complété la réponse. Merci à tous. Voilà. J'espère que vous avez bien, eu l'occasion de poser toutes vos questions, qu'on vous a partagé, des cas d'usage concrets applicables dès demain.
N'hésitez pas à re-regarder le replay si vous avez des questions, à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Et c'est un plaisir d'échanger si besoin. Je termine, vous verrez dans les slides, si vous voulez tester Joa, vous pouvez directement vous rendre sur le site. On propose une période de test. Et puis en fonction, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un onboarding un peu ou des questions complémentaires. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi à vous et merci Maxime d'avoir été présent. Salut, à plus. Merci à vous. Salut.